Bon, mais merci Abdelatif. Alors, je vais parler à la fois d'histiocytose et d'Europe. Bon, conflit d'intérêts, j'en ai toujours pas, mais j'aimerais bien en avoir. Je dédicace ce topo à deux collègues avec qui on a travaillé. Une qui est Olga Novosad, qui est de Kiev. Et vous imaginez qu'en ce moment, c'est pas si simple pour elle. Et Dimitri SF de Moscou, du Rogatchev. Et c'est pas simple non plus. C'est pas simple parce que le 24 février, il a signé une pétition contre la guerre. Le 25, il a été licencié. Le 26, il avait la police chez lui. Et il est à Belgrade en train de naviguer pour essayer de retrouver une carrière en Europe. C'est des collègues avec qui on a contribué sur ce travail. Et je voulais leur dédier ce topo. Quelques mots sur la généralité. Alors, je pense que beaucoup connaissent l'histiocytose, mais pas tous. Alors, du coup, c'est l'occasion d'en parler en quelques mots. Les histiocytes, c'est un vieux terme, mais c'est en gros des macrophages, on peut dire, dans la terminologie actuelle. Ça peut être considéré comme des cellules dendritriques. Et les histiocytoses, c'est une pathologie de ce système histiocytaire. Ici, on va parler des histiocytoses primitives, clonales, non prolifératives, qui sont distinctes des maladies prolifératives, comme une leucémie aiguë myéloblastique, monoblastique par exemple, qui sont distinctes des maladies non prolifératives histiocytaires, comme des maladies de surcharge, la maladie de Gaucher, comme des lymphohistiocytoses, où le macrophage est activé par des lymphocytes. On peut avoir des histiocytoses réactionnelles dans des infections, comme la tuberculose. Bon, on va parler ici que des histiocytoses dites primitives, avec quelques tableaux qui sont à peu près évidents, mais qui sont tous complexes. L'histiocytose langerhansienne, c'est peut-être, en tout cas, c'est la plus fréquente. L'âge médian sur la série française adulte-enfant, c'est 3,4 ans. On verra pourquoi la distribution des âges est quand même très asymétrique, et il y a une prédominance pédiatrique. C'est une maladie qui est prédominante au niveau de l'os, mais aussi de la peau. Un tiers des patients vont avoir une atteinte cutanée. Il y a à peu près 14% des atteintes systémiques, 12% des atteintes pulmonaires. Alors ça, c'est surtout chez... j'avais calculé jusqu'à 18 ans. Chez l'adulte, c'est un peu différent. Et 15%, environ 20% d'atteintes hypophysaires et aussi 5% d'atteintes du système nerveux central. Donc l'histiocytose langerhansienne, la maladie d'Ehlers-Danlos, âge médian 55 ans. C'est une maladie qui est aussi multisystémique, typiquement atteinte des os longs des membres inférieurs, fémur, avec une atteinte bilatérale et symétrique, une atteinte de l'aorte avec une aorte dite coacted aorte, voilà, je ne sais même pas le nom en français, des reins chevelus et des xanthelasmas qui peuvent être monstrueux. Le xanthogranulome juvénile, ça ressemble beaucoup histologiquement à la maladie d'Ehlers-Danlos. C'est une maladie à prédominance cutanée, mais on a des formes systémiques et des formes intra-système nerveux central, des formes des adénopathies. Et enfin, la dernière de ces 4 histiocytoses primitives, c'est la maladie de Rosey-Dorfman, ou Détombe Rosey-Dorfman, Détombe étant l'auteur français qui a disparu de la terminologie internationale, qui est une histiocytose dite sinusale, donc le sinus du ganglion, avec comme terme technique l'ampéripolise, qui correspond à des lymphocytes qui sont mangés par des macrophages. Et typiquement, c'est une pathologie qui a une prédominance géographique particulière et qui est très nettement associée à l'Afrique. Voilà, donc ça, c'est les tableaux. Nous, en France, on a cette épidémiologie, la distribution des cas. On a environ 150 nouveaux cas par an, enfants, adultes. Alors, on a peut-être plus de rage pour chercher les cas pédiatriques, mais on a maintenant un réseau adulte-enfant qui fonctionne, et on a à peu près ce recrutement, avec une grande prédominance d'histiocytose langerhansienne, presque 90%, et puis 4-5% d'Ehlers-Danlos, de Rosey-Dorfman, de xanthogranulome, des formes mixtes, parce que, bien sûr, la nature est des fois plus compliquée que ce qu'on imagine. Il y a un réseau français qui nous aide beaucoup. Là, je fais les généralités, mais c'est clair que sans le réseau français, on n'aurait pas ce que je vous présente ici.
parce que d'abord, on arrive à travailler à plusieurs, donc avec Abdelatif, avec Julien Roche, avec Fleur Cohen à la Pitié, le réseau pédiatrique, avec aussi les neurologues, Ahmed Idbé à la Pitié, et Jean-François Émile qui revoit des lames qui donne une validation diagnostique. Donc ça, c'est peut-être le background de notre travail. Et puis, puisqu'on parlait de l'Europe, il y a un réseau qui s'est monté depuis 5-6 ans, qui s'appelle ECHO, European Consortium for Histiocytosis, qui correspond en fait à pratiquement tous les pays d'Europe. Alors, on a des pays associés qui ne sont pas qu'en Europe, en Algérie, au Maroc, en Argentine. On a des correspondants au Liban, on a des correspondants en Israël. Donc, on est assez large dans le recrutement. Dans l'Europe, on a considéré que c'était l'Europe jusqu'à l'Oural. Alors, bon, en ce moment, ça chauffe à l'Est, hein, mais néanmoins, on avait d'excellentes relations avec les collègues russes qui n'étaient pas tous des pro-guerre, loin s'en faut. Alors, on va directement aux enjeux, parce que c'est ça la question. L'histiocytose, je pense que ça, dans l'inconscient collectif des hémato-oncos, c'est une maladie qui est un peu bizarre. Pour beaucoup, il y a des formes rémitantes spontanément qui ne nécessitent pas de soins particuliers. En revanche, il y a des formes sévères, et que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, on peut les lister. Chez l'enfant, il y a les formes sévères réfractaires dites organes à risque positifs. Organes à risque, dans le jargon des histiocytologues, c'est atteinte du foie, de la rate ou du système sanguin. Et puis il y a des formes locales qui peuvent être réfractaires. Ça peut être une lésion du temporal qui va pousser malgré les chimiothérapies. Il y a des formes pulmonaires sévères chez l'enfant aussi. Il y a des formes hépatiques sévères avec une cholangite sclérosante qui va détruire le foie, et il y a des formes neurodégénératives. Chez l'adulte, il y a des maladies d'Erdheim-Chester qui sont réfractaires à une première ligne. Je vous passe le détail sur ce qu'on met dans la première ligne. Il y a des Rosey-Dorfman réfractaires. Il y a des poumons qui posent des problèmes, pas tous, mais il y a des poumons qui posent de sérieux problèmes, et le foie et l'atteinte neurologique également. Mais tout ça fait bout à bout, pour la France entière, pas plus de 20 patients. Et avec 20 patients, une fragmentation des présentations cliniques, si on travaille uniquement à l'échelle de la France, on ne va pas avancer très vite. En plus, il y a une contrainte qui s'ajoute, c'est l'âge. On a des spectres d'âge qui sont très importants. Chez l'enfant, l'âge qui est critique, c'est les nouveau-nés. Chez le jeune adulte, c'est entre 20 et 40 ans. Et puis, les Erdheim-Chester, c'est au-delà de 60 ans. Et donc, il n'y a pas une continuité entre ces différents âges. La transition adulte ou enfant-adulte pour l'histiocytose se pose pas dans les mêmes termes que des maladies génétiques chroniques. Et on a vraiment des formes distinctes, enfant, jeune adulte et adulte plus tard. Alors, ce qui nous a fait avancer, comme l'a dit Abdelatif, c'est une chose très simple, c'est Barrett Rollins, au Dana-Farber à Boston. Il est parti d'une idée que personne n'a achetée. Il a dit, est-ce que c'est une maladie cancéreuse, quoi? Est-ce qu'on peut identifier des mutations du cancer dans l'histiocytose langerhansienne? Vraiment, je pense que pas grand monde lui donnait cher de son étude. Il a regardé 115 gènes, 1000 mutations. Il screen une trentaine d'échantillons. La moitié ont une mutation BRAF V600E. Il reprend un deuxième échantillon de patients. La moitié ont encore BRAF V600E. Et 100% de tous les échantillons ont une activation de la voie ERK avec une phosphorylation de ERK. Et donc, on tombe là-dessus. Moi, personnellement, je n'étais pas spécialiste de la voie des MAP kinases. Alors, je le suis guère plus. Mais en tout cas, je vois où c'est. C'est une voie de signalisation entre la membrane et le noyau. C'est une transmission de signal qui se fait sous forme de phosphorylisation de protéines, RAS, RAF, MEC, MAP, ERK. Donc tout ça, c'est des espèces de dominos qui s'activent quand il y a un signal à transmettre de la membrane vers le noyau. Et dans les histiocytoses langerhansiennes, on a une activation permanente de cette voie. C'est une voie très commune du cancer. Et clairement, pour autant, ces mutations qui sont clonales ne font pas de ces maladies un cancer au sens classique du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas devenu une maladie proliférative avec des métastases. C'est malgré tout des maladies qui sont autorégressives dans la majorité des cas.
Cette découverte de Barrett-Rollins, alors outre le fait que ça nous range quand même un petit peu vers le cancer, ça a surtout ouvert la porte vers une meilleure compréhension de la maladie. Il y a des modèles animaux qui ont pu se mettre en place, donc il y a toute une série de recherches qui ont été démarrées à partir de ça. Et puis en termes de thérapeutique, et c'est là-dessus que je vais surtout parler, ça nous a ouvert les portes des thérapeutiques disponibles qui avaient été développées pour le cancer, pour soit des inhibiteurs de BRAF, et il y en a 3, il y a le vemurafenib, le dabrafenib et l'encorafenib, et puis des inhibiteurs de la voie de MEK, qui sont cobimetinib, tramatinib ou binemetinib, qui est le dernier sorti. Donc on a, grâce à cette découverte, accédé à des médicaments sur le plan théorique. Après, il a fallu avancer. La première saison, alors la saison 1 de ce travail, c'est 2010-2019. On savait qu'il y avait des inhibiteurs des MAP kinases qui étaient disponibles. Les premières publications du vemurafenib dans le mélanome, c'était spectaculaire. Donc clairement, dans ces maladies où il n'y avait pas beaucoup d'espoir thérapeutique, les inhibiteurs de BRAF ont changé la donne. Avec néanmoins quelques problèmes, c'était que dans le cancer, dans le mélanome, à court terme, il y avait une résistance. Et puis que d'autre part, à court terme, on voyait apparaître des effets indésirables quand même très préoccupants, puisqu'il y avait 30% de cancers cutanés secondaires dans le mélanome, avec un cancer qui s'appelle le keratoacanthome, qui est moins sévère que le mélanome métastatique, mais qui, au demeurant, est quand même préoccupant. Donc on avait ça comme background en 2010. Les collègues de la Pitié, et en particulier Julien Roche, commencent, finalement on triture ça, puis ils se disent, on y va. On y va, on va donner un anti-BRAF chez des patients Erdheim-Chester qui posaient des problèmes compliqués de mauvaise réponse au traitement. Et puis, vous voyez sur la partie de droite, avec des PET scans, on voit des os longs qui flashent sur l'image la plus à gauche. Et puis tout ça s'efface dans le temps. Ça répond spectaculairement. L'Erdheim-Chester répond avec 3 patients. Il dit, et il va changer là aussi la mise en route de traitement, ça marche. Donc, mais simplement, là aussi, nous, pédiatres, on était quand même un peu gênés aux entournures parce que 55 ans, quoi. 55 ans, et nous, on traite des nouveau-nés qui ont 6 mois ou un an. Donc, on a là aussi pris du temps. Donc, le papier de Julien, c'est 2013. On réfléchit encore, on discute, et on tente un premier traitement sur un premier patient, avec une dose qu'on a fait au doigt mouillé, parce qu'on n'avait aucun élément pour débuter. Si vous demandez l'avis à un comité d'éthique pour dire est-ce que vous pouvez essayer un médicament qu'on donne chez des personnes de 55 ans, chez un nouveau-né de 6 mois, ils vont vous dire « Ouh là là, on n'y touche pas hein ». Alors il a fallu un peu se décider, mais ça a marché. Et ça a marché de façon archi spectaculaire. C'est-à-dire que les formes graves du nourrisson jusqu'à 2015 mettaient 2-3 mois pour répondre péniblement à une chimiothérapie très intensive. Là, en 15 jours, ce patient, le patient numéro 1, a répondu à ce traitement. Et donc, c'était quand même un encouragement très fort. Donc, on a fait une lettre à JAMA Onco. Puis on a continué le travail et le combat. Donc c'est la saison 1 qui va se finir en 2019, où on a rapporté on a bénéficié de l'expérience des différents collègues et on a rapporté cette expérience européenne déjà, qui venait en bonne partie de France. On avait 26 cas qui venaient de France, mais d'Allemagne, d'Israël. D'Israël, on avait des cas qui venaient de Gaza. On a des collègues qui ont été traités, des patients qui ont été traités en Algérie et dans d'autres pays d'Europe. Ce qui était absolument remarquable, c'est que ce traitement, il est donné par voie orale. C'est un comprimé. Et la grosse différence en termes de tolérance, c'est que jusqu'alors, on avait comme traitement une chimiothérapie intensive qui supposait que l'enfant soit en unité de soins intensifs sous flux laminaire pendant à peu près 3 mois. Et ben là, vous passez à un médicament que vous donnez sous forme de comprimé et l'enfant rentre à la maison au bon soin de sa famille en 3 semaines. Et donc, ça a changé complètement la donne. Et des gamins comme ça, on a pu en soigner en Algérie, on continue à en soigner, on va voir après, au Maroc. Et les 2 gamins qui étaient à Gaza ont pu repartir à Gaza et ont eu des traitements à Gaza. Ça nous a quand même
franchement fait chaud au cœur de voir comment contrôler cette maladie avec un seul traitement, une monothérapie par voie orale. Alors, on va directement au résultat. Ça marche remarquablement bien. Vous pouvez lire le papier, il est en free. Ça marche dans les organes à risque positifs ou organes à risque négatifs. On a pu déterminer la concentration efficace, c'est entre 10 et 30 mg par litre. En gros, la tolérance, elle est parfaite, sauf la peau si on l'expose au soleil. Donc, il y a une photosensibilisation, mais on n'a pas vu de cancer cutané. Et le problème, c'est qu'on n'éradique pas le clone de la maladie. Et que si on arrête ce traitement, la maladie réapparaît très rapidement. On a à peu près 75-80% de réactivation à l'arrêt de ce traitement. Donc, il faut continuer le traitement. On a pu aussi comprendre pourquoi, c'est qu'en fait, on peut mesurer BRAF en ADN circulant et on voit qu'il diminue sous traitement, mais qu'il ne disparaît pas. Et donc, il y a quelque part un réservoir inaccessible de ce traitement qui explique que dès qu'on arrête le traitement, ça repart. Donc, le traitement est suspensif. On a essayé plein de stratégies. Je vous passe les détails de ce tableau qui est hyper compliqué. On peut l'associer avec du COBI, on peut l'associer avec des chimios, on peut faire même des greffes de moelle. Rien n'y fait. Pour ces patients, finalement, le plus simple, c'est de continuer une monothérapie à petite dose pour contrôler la maladie au long cours. Et donc, la conclusion de la saison 1, c'était que, bon, avec un suivi qui était court, mais globalement, ça marchait pratiquement tout le temps. Il y avait des réactivations à l'arrêt, il n'y a pas d'éradication du clone, et le décès à court terme, c'était moins d'1% chez ces patients qui avaient des formes ultra réfractaires. Donc voilà, ça c'est le premier message, saison 1. Et on a passé à la saison 2. La saison 2, c'est une fois qu'on est obligé de continuer ce traitement, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter le traitement? Et là, les choses sont un peu plus compliquées. On sait qu'il y a zéro investissement des pharma, qu'on est toujours dans du hors AMM, et donc voilà. Et le seul point positif, c'est qu'on a ECHO qui est fonctionnel. On sait que si on veut aborder la question, il y a plein de choses à regarder en même temps, des marqueurs biologiques, des schémas thérapeutiques, des cibles cliniques et des paramètres pharmacocinétiques. On a fait un projet international. Alors je vais assez vite là-dessus, parce que je suis... là aussi, on est à 200 patients maintenant, peut-être on sera à 220 bientôt, mais surtout, on a donc étendu un peu le domaine du réseau. On a 188 ischio languéranciennes, je ne parle que d'enfants, un Erdheim, 5 Xanto, 5 Rosailles et une histiocytose maligne. Globalement, dans les histiocytoses languéranciennes, on a donné toute une gamme de différents traitements, mais le traitement principal, c'est le Vemurafemib. Mais on a le Dabra, on a les COBI, le Trama, et des associations BRAF inhibiteurs et MEK inhibiteurs. On a une courbe de survie qui est relativement satisfaisante pour les histiocytoses réfractaires. On a observé 2 décès qui sont liés à l'initiation du traitement, qui est donc une période un peu cruciale, où des fois, ce n'est pas très simple de trouver la dose efficace et il faut savoir, adapter la dose. Ça, c'est un message, mais globalement, on a 122 bonnes réponses chez ces patients et 45 patients ont des suivis de plus de 4 ans. La tolérance à court terme sur la peau, elle est liée à la photosensibilité, c'est rien d'extraordinaire, mais par contre, on n'a aucun cancer cutané, y compris pour ceux qui sont suivis plus de 4 ans après le diagnostic. On n'a pratiquement aucun impact sur la croissance naturopondérale, donc même si on altère la voie des MAP kinases chez ces patients, il n'y a pas d'impact. On a des effets indésirables des anti-MEK avec des atteintes cardiaques, des myocardiopathies ou une rétinite pour les anti-MEK. On a dans notre série une leucémie secondaire, mais c'est un patient qui a été lourdement traité avant l'association avec le Vemurafemib, puisqu'il avait eu quand même Velb, vincristine aracitide, 2-CDA, clofarabine. Et c'est le cas de tous les patients connus dans la littérature. L'association avec cette combinaison de chimiothérapie et manifestement, en tout cas, favorise en tout cas les leucémies secondaires. Il y a un case report qui a été publié dans Blood Advance et il y a un troisième cas qui est connu aussi.
Ce qu'on sait, c'est que la clinique, il y a une efficacité clinique dans plus de 90% des cas. Il y a une efficacité biologique partielle pour la charge BRAF et elle est complète chez seulement 10% des cas. Ce qui nous fait souci, c'est qu'on observe chez ces patients au long cours, alors qu'au départ, ils n'avaient aucun symptôme neurologique. On voit l'apparition de signes neurologiques chez ces patients, ou IRM, alors presque jusqu'à 35%, 40%, ou clinique. Et on a des interrogations sur le meilleur schéma thérapeutique pour qu'il y ait un passage intracérébral. Et ensuite, sur les options de traitement à long terme, c'est un peu décevant parce que d'abord, on a confirmé que si on arrêtait le traitement, il y a des rechutes. Mais l'association avec toutes les chimios ne permet pas d'arrêter plus facilement le traitement. On a 3 transplantations médulaires qui ont été absolument inefficaces sur les rechutes d'histiocytose et donc qui ne s'avèrent pas une option thérapeutique très, très séduisante. Et donc, à ce jour, on est encore en recherche de la meilleure association thérapeutique. On a regardé, alors j'ai encore ça va, je dépasse un peu. Quelques mots sur d'autres indications qui n'étaient pas celles de départ. L'atteinte pulmonaire, on avait 12 patients qui avaient une atteinte pulmonaire. On a vu des réponses retardées. On n'a pas vu la même réponse que pour les atteintes systémiques. Il y a des réponses à 2-3 mois, voire 4 mois après le début du traitement. Et puis, il y a un échec franc pour un patient qui avait un poumon pratiquement détruit au diagnostic. Mais par contre, voilà un scan d'un patient qui a répondu. On part sur l'image de gauche des kystes nombreux et pour lequel on n'espérait pratiquement pas une réponse parce qu'on s'était dit le parenchyme pulmonaire est détruit et il n'y a aucune chance de récupération. Ce gamin qui était en réa et depuis maintenant au moins 4, il était sorti de réa et il est à domicile encore sain aujourd'hui avec juste quelques kystes sur le scanner. Sur l'aspect neurodégénération, on est très déçus. On n'a pas d'efficacité ou très peu d'efficacité sur l'atteinte neurologique de l'histiocytose. Une efficacité très partielle et ça reste un défi. Et puis, on a plein de données qui sont en cours d'analyse sur la pharmacocinétique, sur les biomarqueurs, parce que chemin faisant, des biomarqueurs ont été mis au point dans l'histiocytose, en particulier quelque chose qui s'appelle les neurofilaments, le dosage de neurofilaments. On a comme agenda de publier ça dans l'automne. Voilà, c'était un peu ça l'occasion. Je vous donne les résultats préliminaires de ce travail. Et comme conclusion, alors ce que les thérapies ciblées ont changé dans l'histiocytose d'une vue européenne, la première chose, je dirais, c'est qu'on peut travailler à l'échelle de l'Europe sur une maladie rare comme ça. Ça suppose qu'on connaisse nos collègues, mais on les connaît. Ce projet européen, il est sponsorisé que par des fonds associatifs. On a 0 fonds publics. On adore les ERN, mais on sait que les ERN ne nous rendront pas beaucoup de services là-dessus. On peut dire qu'on ne doit plus mourir d'histiocytose chez l'enfant. Donc ça suppose qu'on soit assez proactif sur certaines situations hyper sévères. Et puis, il y a clairement un défi qui est l'optimisation des schémas thérapeutiques pour l'atteinte du système nerveux central. On va être peut-être dans la même situation, et on l'espère, que dans les leucémies lymphoblastiques dans les années 60, où les traitements de chimio avaient permis de contrôler la maladie systémique, et puis il y avait des rechutes ménagées. Il suffit de mieux traiter l'atteinte ménagée, et on espère que dans l'histiocytose, demain ne meurt jamais, et qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc voilà, merci pour votre attention, et merci pour le centre de référence. Merci beaucoup, Jean. On a le temps peut-être pour 2 questions. Genre dans les formes non mutées, du coup, qui sont réfractaires au traitement classique, on met des antimèques. Ils ont tous, on vérifie qu'on cherche la mutation en dehors de BRAF, et on cherche aussi l'expression de phospho-R, et on les traite avec des antimèques. Oui, pardon. Donc on les traite par des antimèques. Voilà, pour résumer. Avec une expression de ALK. Alors c'est un petit groupe de patients, je ne sais plus si on avait 40 quelque chose comme ça, et particulière avec une forte incidence d'atteinte neurodégénérative, neurologique. Et est-ce que tu peux dire un petit mot sur les anti-ALK et l'éventuelle efficacité ou non sur l'atteinte neurodégénérative ?
Alors, on a observé parmi les xanthogranulomes, pas dans les histiocytoses langerhans, des mutations ALK, et très précisément sur 80 xanthos, on a 2 qui sont ALK mutés. Pour la France. C'est pas ça que je pensais. Alors, par contre, on a participé à la série internationale où, de façon internationale, on a rapporté une centaine. Mais c'était 2 pour la France. Et voilà, c'est 2 pour la France. Mais si on partage nos données avec le monde entier, ça arrive à une centaine de cas. Et le papier dans Blood, c'est une série internationale, vraiment internationale, sur une trentaine d'années où on a fait tous les fonds de tiroirs. Alors, ça reste très intéressant d'avoir ces mutations ALK, mais c'est très, très minoritaire. Et on peut ajouter que les 2 patients français qu'on suivait, on les avait traités par de la vinblastine et ils avaient répondu. Et on n'avait pas eu besoin de mettre des anti-ALK. Mais avec cette spécificité d'atteinte neurologique importante. Elles étaient plutôt tumorales, ces atteintes neurologiques. Alors, je n'ai pas détaillé parce que ça rentre dans les... Mais il y a des atteintes dites neurodégénératives avec une perte neuronale. Ça, c'est l'histiocytose langerhans. Et puis, il y a des atteintes... Des boules, quoi, des granulomes dans le cerveau, en gros. Ça fait comme des métastases intracérébrales. Et ça, c'est l'aspect qu'on rencontre dans les ALK mutés. Pas d'autres questions? C'est une question pratique, comme c'est en comprimé le vemurafenib chez les enfants de moins d'1 an, comment vous l'administrez? Du coup, très bonne question. Alors, c'est au bon soin des parents. On a fait des vidéos, on a écrasé ces comprimés. Alors au début, c'était... D'ailleurs, ça a été une critique des labos, parce qu'ils n'ont pas arrivé à mettre au point des formulations pédiatriques. Mais en prenant le comprimé, en le coupant à la dose que tu veux, éventuellement avec ta pharmacie, en le mélangeant avec une compote, on a pu doser les médicaments dans le sang et on sait qu'il y a une biodisponibilité du médicament administré de cette façon. On sait qu'il y a une biodisponibilité encore plus dans les situations, y compris d'enfants qui ont une nutrition entérale à débit continu parce qu'ils ont des troubles digestifs, parce qu'ils ont une hypoalbuminémie, ça marche, quoi. Et le premier patient qu'on avait traité, il avait une sonde nasogastrique, une hypoalbuminémie, une atteinte digestive, et ça a marché. Et on a des dosages de médicaments qui sont clear-cut. Donc on peut même donner des comprimés écrasés au coin de la cuisine à des enfants. Mais on surveille les doses. Merci, on va peut-être s'arrêter là. Juste, merci encore, Jean. Juste un mot, ces médicaments, quand même, ce n'est pas des bonbons. Et donc, on les prescrit en général au cours de la RCP nationale qu'on organise de façon mensuelle. Non, donc il n'y a pas une efflorescence. Ce n'est pas des bonbons. Et on a des PNDS pour valider tout ça. Et effectivement, la RCP est importante. Et la RCP nationale. Bon, écoute, merci beaucoup. On peut réapplaudir Jean et on a fini.